il y a une discipline presque communiste chez les démocrates. Et vous avez vu, au moment où Biden il s'écroulait, il était totalement en panne. Il y avait des politiciens, des politiques sérieux comme le président de la Californie, Newsom, qui avait déclaré au sommet de la crise, on ne va pas quitter, on ne va pas laisser tomber Biden. C'est le président qui a fait le plus de transformations sociales et politiques de notre histoire. Et c'était à côté de Roosevelt, Lincoln, Washington, etc. Il a dit des bêtises extraordinaires parce que lui, il voulait se présenter pour la présidence. Encore un article dans Harper's il y a 2 ans, pourquoi sommes-nous en Ukraine, où on parle vraiment de cette politique d'élargissement de l'OTAN qui date des années 90 et l'effondrement de l'Union soviétique. C'était évident et on le savait dans le département d'État et partout dans le gouvernement américain, à la CIA, etc. Tout le monde reconnaissait qu'un élargissement de l'OTAN menacerait n'importe quel gouvernement russe. Pour Trump, l'OTAN, c'est un gâchis d'argent, mais il ne comprend pas la menace de l'OTAN vue de la Russie. Il n'a aucune, à mon avis, il n'a pas de concept de relations internationales. Il n'y a que des échanges d'argent et des accords, des deals. S'il faut choisir entre Trump et Harris, c'est moins mauvais si Harris gagne pour les petits gens. Mais pour les gens moyens, les anciens ouvriers de la ceinture rouillée, ça sera pareil. Et pour la plupart des pauvres, ça sera pareil. Parce que le Parti démocrate est financé par les riches, et surtout par Hollywood, par Wall Street. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à l'Université de Montréal dans le cadre du partenariat que QG a engagé avec le laboratoire de cyberjustice. Une fois encore, mes plus vifs remerciements vont au professeur Karim Benyet-Klef, son grand patron, dont le soutien et la confiance viennent appuyer les efforts de notre média en ligne QG dans son combat en France contre la dévastation du monde de l'information par les puissances d'argent, un sujet que connaît très bien mon invité du jour, John McArthur, le président du Harper's Magazine, l'un des plus prestigieux titres et des plus anciens de la presse américaine. Rick est un habitué de QG, où il vient régulièrement nous faire profiter de sa vaste connaissance de la vie politique américaine et notamment de sa politique étrangère. Bonjour Rick. Bonjour, et je vous remercie tous, mes camarades québécois, parce que je suis également, je dois beaucoup au Québec et au Devoir, le journal du Devoir, où je suis chroniqueur depuis, je ne sais pas, 25 ans. Et je viens d'apprendre le décès de Bernard Descoteaux et je suis vraiment en choc, je suis choqué, vraiment attristé terriblement, parce qu'il m'a fait le meilleur cadeau imaginable dans le journalisme, c'est la liberté de la parole. Et je continue à en profiter au Québec. Et donc on peut vous lire en français. Oui, en français. Sur le Devoir en ligne. Oui. Absolument. Donc nous sommes désormais, Karim le rappelait, à désormais 1 mois quasiment du duel Donald Trump-Kamala Harris, et l'incertitude la plus grande règne encore sur l'issue de cette présidentielle.
Alors aujourd'hui, on n'est pas là pour faire des pronostics, bien sûr. On est là pour essayer de comprendre les différents scénarios qui pourraient se préciser. Est-ce que cette élection peut avoir un poids sur la situation mondiale, notamment sur les guerres en cours qui sont particulièrement sanglantes, la guerre d'Ukraine ou la situation à Gaza? Que faut-il souhaiter aussi évidemment au peuple américain dans cette affaire, aux plus pauvres d'entre eux notamment? On va parler de tout ça lors de cet entretien avec vous, Rick MacArthur. La dernière fois que vous êtes venu sur QG, c'était à Paris. C'était pas si ancien, c'était au printemps dernier. Et Trump faisait la course en tête devant un Joe Biden totalement fantomatique, qui multipliait les lapsus et les faux pas, au sens propre et au sens figuré. Alors cette fois, évidemment, la situation a changé. Une candidate démocrate nouvelle, plus jeune, plus énergique, a surgi. Elle a été interviewée pour la première fois en longueur il y a quelques jours aux États-Unis, où on ne l'a pas beaucoup bousculée, d'après ce que j'ai lu dans la presse. Qu'est-ce que vous en avez pensé? De son entretien avec c'était avec qui? C'était avec une journaliste de CNN, de MSNBC. MSNBC, ça c'est la porte-parole du Parti démocrate, MSNBC. Alors c'est pas sérieux, mais il faudrait qu'on parle de son débat avec Trump, où elle a eu l'intelligence, la sagesse tactique de reculer et laisser Trump parler comme un fou, comme un idiot. Avec ces histoires de migrants qui mangeaient des chiens, des chats, etc., dans la petite ville d'Ohio. Et autre chose, la tuerie d'enfants après leur naissance. Vous savez que Trump on avait parlé, on avait discuté sérieusement, comme si c'était vrai. Mais en laissant Trump à parler comme un fou, elle n'a rien dit. Elle n'a quasiment rien dit de ses positions. Et c'était fait exprès. On a choisi Harris pour la seule raison qu'elle reste soudée à l'administration démocrate au pouvoir maintenant. Et impossible, même si elle voulait se distinguer un peu de la politique américaine, de la politique étrangère de Biden, elle ne peut pas en tant que militant du Parti démocrate. Ce qui est remarquable dans tout ça, on ne va pas tomber dans le bourbier de la politique interne du Parti démocrate, mais très vite, le Parti démocrate, c'est très, très discipliné. Il y a une discipline presque communiste chez les démocrates. Et vous avez vu, au moment où Biden il s'écroulait, il était totalement en panne. Il y avait des politiciens, des politiques sérieux comme le président de la Californie, Newsom, qui avait déclaré au sommet de la crise, on ne va pas quitter, on ne va pas laisser tomber Biden. C'est le président qui a fait le plus de transformations sociales et politiques de notre histoire. Et c'était à côté de Roosevelt, Lincoln, Washington, etc. Il a dit des bêtises extraordinaires parce que lui, il voulait se présenter pour la présidence. Et il faut démontrer, comme on faisait à l'époque de Brejnev, ou de Khrushchev, ou de Staline, une loyauté totale au chef du parti, parce que le président Biden, c'est le chef du Parti démocrate. Alors, on choisit Harris justement pour éviter quoi que ce soit comme débat à la convention. Il y a eu des petites voix qui se sont soulevées pour 2 minutes, qui disaient peut-être on pourrait faire un petit mini-primaire avant la convention avec 2, 3, 4 candidats juste pour voir, etc. Il y avait des candidats plus intéressants, comme la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer,
et sénateur de l'Ohio, Sherrod Brown, et des gens plus intéressants. Et même nous sommes président de la Californie, gouverneur de la Californie. Mais pas question. Parce qu'on sait, comme en 68, où Johnson avait choisi Hubert Humphrey pour être le candidat après qu'il ait démissionné à cause du Vietnam et de la course menée par Eugene McCarthy. Ils ont choisi Humphrey justement parce qu'ils ne pouvaient pas s'écarter de la politique vietnamienne de Johnson. Et c'est ça qui l'a fait perdre à Nixon. Là, on s'approche de pronostics, et je vais pas dire que Harris va perdre à cause de la politique pro-israélienne ou pro-ukrainienne de Biden, mais il faut dire qu'elle est soudée totalement à cette politique. Alors, effectivement, on peut peut-être commencer par la question Gaza, justement, parce que voilà, l'arrivée de Harris avait quand même soulevé un petit espoir, et au niveau du langage, il y avait des inflexions, il y avait quand même une sensibilité affichée à la cause palestinienne, parce qu'il y avait aussi le feu aussi, chez les jeunes du Parti démocrate. Mais on a le sentiment qu'en fait, dans la mesure où la plateforme démocrate n'a absolument pas changé sur la question, non. On a l'impression qu'il s'agit quand même de déclarations en trompe-l'œil. Là, je reprends les analyses, par exemple, qu'a pu faire chez nous Sylvain Sipel sur Orient 21, qui est un des meilleurs connaisseurs du conflit israélo-palestinien. Et il dit que Kamala Harris a confirmé que l'accord de livraison annuelle d'armes à Israël, qui est de 3,8 milliards de dollars, ne bougerait pas et resterait un pivot de la politique américaine au Proche-Orient. Tout à fait, tout à fait. Il n'y a rien à dire contre son reportage, sauf qu'elle a dit, elle a parlé dans son discours d'investiture. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit quelque chose sur le qu'il fallait que le sang cesse de couler à Gaza. Oui, mais plus que ça, elle a mentionné, elle a dit Palestiniens. Elle a déclaré qu'il y avait des Palestiniens qui avaient des droits, je pense. J'ai oublié la phrase exacte. Mais tous les gauchistes, les faux gauchistes du Parti démocrate, ils en étaient ravis. Vous voyez, c'est la chose la plus radicale qu'elle aurait pu dire, que les Palestiniens existaient, qu'ils avaient peut-être des droits. Mais c'est rien du tout, ça ne veut rien dire. Parce que bien sûr, le jeu de Netanyahou, c'est de pousser jusqu'à ce que les seules fois dans notre histoire, 2 fois, il y a des présidents américains qui ont interdit des premiers ministres israéliens de faire n'importe quoi. C'était Eisenhower lors de la crise de Suez en 1956 et Reagan lors de l'invasion du Liban dans les années 80, qu'ils ont dit ça va s'arrêter maintenant. Et Ben Gurion et Begin ont reculé. Mais depuis Reagan, il n'y a plus question d'interdire quoi que ce soit. Et ça va continuer. Alors, effectivement, vous confirmez que si Kamala Harris était élue, il n'y aurait pas d'amélioration tangible pour les Gazaouis. Mais si Trump est élu, que se passe-t-il? Je ne veux pas plaisanter au sujet d'une question tellement sérieuse et horrible, parce que c'est l'horreur à Gaza. Et ça continue maintenant j'ai perdu le nom pour l'endroit occupé. On appelle ça... En Cisjordanie? En Cisjordanie, excusez-moi. Et parce qu'on profite maintenant de la trêve médiatique. Les Israéliens ont même rejeté Al Jazeera. Ils ont fermé le bureau d'Al Jazeera en Cisjordanie. C'est vraiment l'horreur.
Mais Trump, au moins, je ne vais pas voter pour Trump, je vous assure, il parle de la paix. Il parle comme quelqu'un qui voudrait que ça s'arrête. C'est surtout sur l'Ukraine, mais même un peu sur l'Israël. Il se vante de ses relations avec Netanyahou. Il ridiculise Netanyahou. Il y a des fois, il dit bah, c'est pas quelqu'un de sérieux, il ne m'a pas écouté. Mais il est le seul de ne pas respecter les droits fermes et sans entrave des Israéliens. Il se moque un peu de la diplomatie. Seul problème, c'est que son beau-fils, Jared Kushner, voudrait faire un développement immobilier sur le front de mer de Gaza. Il en a parlé sérieusement à voix haute. Et par ailleurs, son vice-président possible, Vance, est profondément pro-israélien. Pro-Israël. Et déjà, il a accusé Arès d'être non seulement un communiste, mais aussi d'une partisane des Palestiniens qui allait anéantir, que Israël serait en disparition dans 2 ans. Ça allait disparaître dans 2 ans. Alors, il joue des deux côtés, mais au moins il parle un peu de la paix. Et si vous êtes un Américain mal éduqué, dont il y en a beaucoup, et vous entendez quelqu'un qui dit ben, arrêtons ce gâchis d'argent, ce gaspillage d'argent et de vie et de sang, etc. Arrêtons. On se dit ouais, moi je suis pauvre, j'ai rien, j'ai pas un rond, j'ai pas une voiture. Je suis un des personnes dont RFK Jr. parlait toujours, les gens qui vivent des vies précaires. Il y en a des dizaines et des dizaines de millions aux États-Unis qui se disent ben, à quoi bon dépenser ces énormes sommes d'argent à l'étranger alors que moi, j'ai du mal à faire le dîner. Donc, à faire les courses, excusez-moi. Donc, je ne dis pas que ça va remporter l'élection pour lui, mais au moins, il parle un peu d'une alternative qui n'est pas guerrier, qui n'est pas si agressive. Alors, c'est vrai, c'est très vrai, particulièrement sur l'Ukraine. Sur l'Ukraine, surtout. Bon, qui est voilà, un de ses chevaux de bataille dans cette présidentielle. Trump est intervenu de façon très détaillée il y a quelques jours sur la situation en Ukraine. C'était en Caroline du Nord, lors d'un événement. Il est revenu sur tout l'historique de la guerre. Il a dit que l'Ukraine aurait dû faire des concessions immédiates dès les premiers mois qui ont suivi l'attaque russe de février 2022. Et il a déclaré, je cite, que le pire accord aurait été meilleur que celui, que la situation actuelle. Bon, ça, je pense que pour le coup, on peut être assez d'accord avec ce point de vue. Maintenant, il a également dit que il a réitéré le fait que s'il était élu, s'il était en responsabilité, il mettrait un terme à cette situation. Bon, il n'a pas dit 24 heures cette fois, mais bon, c'était l'idée. Est-ce que cette promesse-là, il la tiendrait ? Mais encore, ça dépend, parce qu'il a beaucoup critiqué la guerre en Afghanistan. Il aurait pu mettre fin à l'occupation de l'Afghanistan. Il y avait 4 ans pour se débrouiller. Il ne l'a pas fait. C'est Biden qui a finalement fait sortir les troupes de l'Afghanistan. Alors moi, j'ai tendance à dire que Trump, dans les affaires étrangères, c'est un grand timide. Il n'ose pas vraiment se présenter sur la scène internationale. Il aime insulter les gens, se moquer de l'OTAN, etc. Mais de faire quelque chose de sérieux, de substantif, c'est pas dans son, je sais pas, c'est pas dans sa tête. Il sait pas. Et il y a jamais de contexte chez Trump. Alors quand on parle, par exemple, il se trompe sur Zelensky. Il y a une tragédie chez Zelensky. Vous aurez pu lire l'article sur la tragédie de Zelensky de Harper's il y a 1 an et demi. Mais
Zelensky cherchait une sortie de la crise avant l'invasion. Il voulait respecter les accords de Minsk, etc. Et il voulait trouver un compromis. Mais il a été détourné par Biden et encore par Boris Johnson. Il a été empêché de le faire. Il a été empêché de le faire par Boris Johnson, par Boris Johnson, mais qui a servi d'émissaire des États-Unis dans cette affaire. Oui. Mais je ne sais pas s'il ignore ces faits-là. Mais pour Trump, l'OTAN, c'est un gâchis d'argent. Mais il ne comprend pas la menace de l'OTAN vue de la Russie. Il n'a aucune, à mon avis, il n'a pas de concept de relations internationales. Il n'y a que des échanges d'argent et des accords, des deals. Mais pourquoi cette insistance, malgré tout, sur l'Ukraine? Parce que ça fait 2 ans qu'il revient tout le temps à ça. Il y a les mauvaises langues disent qu'il est vendu à Poutine. Mais je ne vois pas un accord subit, je veux dire, secret entre Poutine et Trump. Il n'y a pas d'évidence. Toute cette histoire de collaboration entre la Russie et la campagne de Trump a été complètement refutée. C'était un mensonge dès le début, encore révélé dans Harper's, bien avant que l'autre média l'a dit. Et rappelez-vous que Harper's, c'est une revue littéraire, mais qui penche plus ou moins à gauche, et surtout anti-impérialiste. Donc, je ne sais pas si c'est un coup de tête de la part de Trump, parce qu'il n'a pas d'empathie. Ce n'est pas un type qui se dit « Oh, quelle horreur, des enfants blessés à Gaza !» Quelle horreur des vies, des mutilés de guerre de l'Ukraine, la guerre des tranchées, quelle horreur, ça me fait rappeler les images de la Grande Guerre, des trucs comme ça. C'est un type pas du tout lettré ou empathique, mais en même temps, il a des instincts, il est fébrile, disons, et il a des instincts qui répondent aux instincts de l'Américain moyen. Et l'Américain moyen, à mon avis, est anti-guerre, est anti-impérialiste. Et ça remonte à nos racines révolutionnaires, parce que quand même, nous avons renversé le pouvoir le plus important, impérialiste du monde, à l'époque, au XVIIIe siècle. Et George Washington a fait beaucoup de discours contre une politique étrangère agressive et plus raisonnable. Et il y a toujours eu cette lutte entre les protestants de la colonie Massachusetts, John Winthrop. Vous connaissez son fameux discours, son sermon au sujet de la cité sur la colline. L'Amérique devrait symboliser la cité sur la colline qui donne l'espoir, qui répond la bonté et la bonté protestante autour du monde et qui fait bon exemple pour le monde. Et il y a cette tendance qui reste dominante dans la politique étrangère américaine, qui est en conflit avec les tendances de Washington. C'est très simpliste ce que je viens de dire, mais il y a quand même une dispute. Plus récemment, c'est Woodrow Wilson qui a incarné l'esprit protestant et bienveillant de l'Amérique, qui remonte directement à ce discours de Winthrop au XVIIe siècle. Mais vous voyez toujours les débats au Congrès et les discours où on se présente comme les garants du monde, les garants moraux du monde, pas seulement les défenseurs de la liberté, mais les garants moraux du monde entier. Alors, il y a eu cette semaine une passe d'armes entre Zelensky et Trump. Voilà. Ils sont à l'instant même où nous parlons
Ils sont ensemble à New York. Je ne sais pas ce qu'ils Oui. je ne sais pas ce qu'ils se disent après les mots très durs qui ont été échangés. Mais vous n'avez pas encore répondu à cette question, Rick. Si Trump est élu, est-ce qu'on va vers un règlement, malgré tout, assez rapide du conflit en Ukraine? Est-ce que les négociations en seront facilitées, oui ou non? Les négociations seront entamées. Ce sera obligatoire parce qu'il pourrait mettre son veto sur des dépenses militaires. Et de surmonter un veto, il vous faut 2/3 des deux chambres. Et donc, il n'y aura pas 2/3 de vote pour, à mon avis, pour continuer la subvention en Ukraine. Et il sera obligé de faire un accord je ne sais pas si ce sera un trêve ou un accord de paix temporaire ou quoi, mais il va faire tout de suite des efforts. Si ça réussit, je serais étonné parce que il y a toujours l'Europe qui est en jeu là, et l'Union européenne est très faucon, très très agressive. Mais est-ce que l'Union européenne peut continuer à soutenir les Ukrainiens sans les États-Unis? Ça paraît quand même... Pour quelques mois. Ça paraît quand même très difficile à imaginer. Pour quelques mois. Mais il y a l'industrie française qui profite maintenant. Ils rattrapent un peu avec les Américains l'industrie d'armement. Je ne sais pas, les Britanniques également. Je ne suis pas sûr sur les Allemands. Mais on construit beaucoup de missiles maintenant en Angleterre et en Pennsylvanie et en France. Est-ce qu'il y a des empêchements là de vendre des missiles à l'Ukraine? En France? En France, okay. J'en serais très étonnée. Oui, j'en serais très étonné, oui. Alors, l'Europe pourrait profiter d'une baisse de vente d'armes venant des États-Unis. Et il y aura des politiciens qui vont critiquer Trump pour avoir laissé tomber cet grand avantage que nous tenons avec nos clients israéliens et ukrainiens. Israël, c'est à part, c'est quelque chose de vraiment bizarre que je le dis souvent que Israël c'est un peu le 51e État des États-Unis. Et ce qu'on voit, c'est pas aujourd'hui, c'est hier que Netanyahou s'est adressé à l'ONU, à l'Assemblée générale. Il parle, rappelez-vous, dans un Américain parfait, colloquial. Il a grandi à Philadelphie. Il est presque américain. Il connaît absolument, il sait exactement comment s'adresser à la foule américaine. Et c'est pas le seul. Golda Meir aussi, elle a grandi à Milwaukee. Elle est plus américaine elle était plus américaine que Netanyahou. Et j'ai très peur que ça va sombrer dans un... Il y a Trump encore, j'ai vu ça, il a dit on ne va pas sombrer dans une troisième guerre mondiale. Mais pour quelqu'un qui soutient la paix, c'est très impressionnant. Ce n'est pas un type impressionnant, mais ses paroles sont quand même importantes parce que c'est vrai qu'il y a un risque. Il y a un risque que la guerre s'étende et que ça déborde plus loin que le Liban. Alors, j'aimerais qu'on revienne tout de même sur les tentatives. Alors, est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense qu'il fera des efforts. On va revenir. Mais je ne peux pas dire que ça va réussir parce qu'il y aura les Européens qui vont le contrarier, le contredire. Et il y aura aussi cette compétition entre usines d'armement européennes et américaines. Ce serait bien la première fois que les vassaux européens se rebellent. Oui. Mais bon. Oui. Oui, le candidat Trump a été victime tout de même de 2 tentatives d'assassinat avérées.
C'est tout de même un fait remarquable hein, dans une campagne électorale, même dans un pays lourdement armé comme le vôtre. Le dernier individu impliqué dans cette tentative a directement invoqué la guerre en Ukraine comme motif d'action. Bon, même si ça s'apparente à une tentative individuelle, mais on n'en sait rien après tout. Qu'est-ce que ça signifie à vos yeux? Est-ce qu'il faut en déduire que le personnage gêne des lobbies puissants, voilà, pour les raisons que vous venez d'évoquer d'ailleurs, hein, voilà, notamment celui de l'armement, ou est-ce que c'est le climat d'hystérie totale que lui-même contribue à déchaîner, qui produit ce genre de faits, qui, vus du côté européen, sont quand même stupéfiants? Oui. Ben là, j'insiste sur un petit peu de contexte historique. L'Amérique a toujours été une société extrêmement violente. Je fais la comparaison entre comment on dit ça en hébreu, le grand Israël, c'est quoi la phrase? Eretz Israël. C'est très, très destin manifeste à l'américaine. Destinée manifeste, dont on parlait au XIXe siècle. Et c'est comme ça qu'on a justifié l'élimination des indigènes. Alors, commençons par le fait que nous sommes... c'est une société violente. Mais par comparaison par rapport avec les années 60, moi, je ne suis pas très impressionné par 2 attentats ratés sur Trump. Ce n'est pas surprenant parce qu'il est détesté par beaucoup de gens et il excite la foule, il excite les fous en même temps. Mais je ne vois pas un climat plus violent aujourd'hui que les années 60, où il y a eu deux assassinats successifs importants contre King et Kennedy. C'est pas comparable. C'était pire il y a 50 ans. Vraiment il a quand même failli mourir. Oui. La première tentative a failli aboutir. Oui. Il y aurait eu des conséquences. Son oreille a été touchée un petit peu. Mais c'est plutôt l'incompétence de la sécurité qui m'étonne. Parce que j'aurais pensé qu'il serait mieux protégé par la sécurité fédérale. Ça, c'est pitoyable. Et ça peut-être, ça parle à l'incompétence américaine. Je ne sais pas. Il y a une dégradation d'éducation. Il y a un niveau d'éducation en baisse. Et j'ai l'impression qu'il y a un niveau de compétence en général en baisse. Donc chez les vigiles et chez les vigiles. Vous avez vu l'histoire au Texas, à Uvalde, les flics qui se cachaient, qui refusaient d'entrer dans l'école pour protéger les enfants, alors que le fou continuait à fusiller les enfants. Ils étaient là pendant 1 heure, à l'extérieur de l'immeuble. Alors, il y a une crise profonde aux États-Unis. Et ça, le Texas, c'est un État vraiment bien armé. Donc, je ne sais pas. Alors, peut-être abordons maintenant les conséquences de cette élection sur l'Europe, sur nos pays. Dans un éditorial très récent du Monde diplomatique, c'était l'éditorial du mois d'octobre, notre ami Serge Halimi écrivait la chose suivante: le peuple américain a intérêt à l'échec de Donald Trump. Pour les Européens, c'est moins certain. Alors, il semblait, remis en contexte, il semblait craindre en effet le retour avec les démocrates au pouvoir, le retour d'une diplomatie de la vertu à travers le monde, d'un interventionnisme guerrier, qui en effet est propre aux démocrates, on le sait depuis longtemps. Qu'en pensez-vous?
Et que mais pourquoi les Européens auraient intérêt à ce qu'ils gagnent, à ce qu'ils... Précisément parce qu'ils pensent qu'il peut arrêter des guerres et qu'il serait moins interventionniste à travers le monde. Ah bon, ok. Vous semblez découvrir. Non, simplement parce qu'il y a des c'est à l'unisson de vos vues, je pense. Il y a des gauchistes qui croient que c'est la seule sortie pour l'Amérique, c'est que Trump fasse une politique étrangère vraiment qu'il rompe complètement avec les traditions américaines d'intervention partout, etc. C'est presque Welbeck. Welbeck l'a écrit dans ma revue, que enfin il se moquait un peu, il se moquait de Trump, mais en même temps il a dit, mais en fin de compte, c'est mieux pour l'Europe si l'Europe doit décider. Dans le Harper, oui. Cette intervention de Welbeck, c'était à quelle date? C'était en janvier 2019. Parce qu'il a réitéré il y a quelques semaines à peine, je crois que c'est dans le Financial Times, il a considéré qu'il serait préférable pour nous, Européens, que Trump gagne. Oui. Ben, dans Harper, il dit que ce n'est pas si mauvais que Trump soit président, parce que pour l'Europe, ça oblige l'Europe de se mettre debout et de prendre des décisions au lieu de simplement faire du suivisme avec l'Amérique. Mais aussi, il a dit des trucs ridicule comme en fin de compte, ça aurait été mieux si l'Union soviétique avait envahi l'Europe après la guerre, etc. Et que le rideau de fer serait tombé en 91 et libéré les Français. Il a fait un petit jeu d'esprit. Mais en gros, son idée, c'était que maintenir l'hégémonie américaine partout dans le monde, ça empêchait les Européens de prendre leurs propres décisions. Et qu'il fallait quand même que les Français, les Allemands, les Britanniques, etc., se décident sur une politique commune ou quelque chose qui met les intérêts de l'Europe devant les intérêts des États-Unis. Et vous voyez ça maintenant avec des subventions d'industrie en Amérique. Les Européens sont très fâchés parce que au lieu de faire concurrence contre les Chinois, on fait concurrence contre des usines européennes qui voudraient aussi fabriquer des microchips. Et on a même porté plainte à la Commission européenne contre les tarifs, on ne dit pas tarifs en français, on dit les impôts sur... Les taxes les droits de douane, oui, les droits de douane. Et que c'est un genre de droit de douane indirect de subventionner de nouvelles usines américaines. Et ça va contre les intérêts européens. Mais au-delà de ça, et ça nous ramène à la guerre d'Ukraine, l'industrie allemande actuelle s'effondre suite notamment au sabotage de Nord Stream et à ses conséquences, et à la crise énergétique très violente qu'ont subi les Allemands. Et tout ça, c'est quand même le grand allié américain qui y a collaboré. Et si Trump mettait fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ça aiderait l'Allemagne et tout le monde, surtout les Ukrainiens, les Russes qui meurent pour aucune raison. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Trump n'élargit pas un peu son écran politique. Il pourrait facilement répéter, encore un article dans Harper's il y a 2 ans, pourquoi sommes-nous en Ukraine, où on parle vraiment de cette politique d'élargissement de l'OTAN qui date des années 90 et l'effondrement de l'Union soviétique. C'était évident et on le savait dans le département d'État et partout dans le gouvernement américain, à la CIA, etc. Tout le monde reconnaissait que un élargissement de l'OTAN
menacerait n'importe quel gouvernement russe. Et Poutine, c'est vrai qu'il est plus agressif, puis il a fait la guerre préemptive, qui est très méchant et très américain contre l'Ukraine. Mais aussi, il a des souvenirs de son enfance, de son frère qui est mort à Leningrad, au siège de Leningrad, et de la Deuxième Guerre mondiale. Ça reste vivant pour lui. Sans parler de l'invasion de Charles XII, de la Suède, qui voyait dans l'Ukraine le passage vers Moscou. Donc, historiquement, les Russes ont peur d'être envahis. Et c'est clair. Mais Trump n'en parle pas. Je ne sais pas si c'est parce qu'il ignore l'histoire, mais il est ignorant de l'histoire, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a des peurs et des sensibilités profondes en Russie qui n'ont rien à voir avec l'éthique protestant inventée dans le Massachusetts en 1640. Excusez-moi. Je reviens à la première partie de la phrase de Serge Halimi que je vais vous citer. Le peuple américain a intérêt à l'échec de Donald Trump. Est-ce que c'est une phrase que vous partagez, vous? Je ne suis pas trotskiste, je vous assure. J'ai un côté gauchiste, influencé par les radicaux des années 60, qui sont toujours en vie, qui pensent que sans une réorganisation du Parti démocrate, il n'y aura jamais de réforme aux États-Unis. Si on continue sur cette voie, et vous êtes tous au courant du fait que le Parti démocrate s'est penché beaucoup à droite ces dernières décennies. Ce n'est plus le parti traditionnel de Franklin Roosevelt. Ils ont rejeté les syndicats avec la promulgation de l'ALENA et aussi important, l'accord avec la Chine, la normalisation des accords d'échange avec la Chine. Ils ont complètement renversé la coalition traditionnelle démocrate. Et c'est pour ça que les ouvriers américains sautent dans les bras, quelle horreur, de Trump. Milliardaire, oligarque, un type anti-syndicat qui triche, qui ne payait pas, qui exploitait les ouvriers immigrants, des sans-papiers. Ils invitaient des sans-papiers à travailler sur ces chantiers. Ils ne les payaient pas parce qu'ils savaient qu'il faudrait ils seraient obligés de le poursuivre en justice. Et j'ai le sentiment à vous entendre que, vous considérez que ce sont autant Trump que les démocrates sont deux mots pour le peuple américain, mais quel est le pire d'entre eux pour les pauvres américains? Ça sera pareil, parce que je vous ai dit, je me répète là, parce que j'en ai beaucoup parlé la dernière fois que j'ai passé sur cette émission, que les démocrates font des jeux, ils s'amusent à jouer à la social-démocratie. Et au début du mandat de Biden, pour satisfaire à Bernie Sanders et sa petite coalition de gauche, ils ont promulgué un élargissement du crédit d'impôt pour enfants. Mais c'était un élargissement considérable. Ils ont coupé en deux le taux de pauvreté pour enfants. C'était énorme. Ça a duré 1 an. Ils ont complètement laissé tomber. Biden, son chef, le chef du Sénat, Schumer et Manchin, le fameux sénateur démocrate de la Virginie occidentale, se sont décidés entre eux. On va vraiment, on va nous arranger avec la gauche. Ils n'ont
ils n'ont simplement pas renouvelé ce crédit d'impôt pour enfants. Alors, au revoir la social-démocratie aux États-Unis. Et j'ai vu que Harris en parle de nouveau. Au moins, elle en parle. Que si je suis élu, je vais renouveler ce crédit pour enfants, crédit d'impôt pour enfants. Et Trump ne le ferait jamais. Alors, s'il faut choisir entre Trump et Harris, c'est moins mauvais si Harris gagne pour les petits gens. Mais pour les gens moyens, les anciens ouvriers de la ceinture rouillée, ça sera pareil. Et pour la plupart des pauvres, ça sera pareil. Parce que le Parti démocrate est financé par les riches, et surtout par Hollywood, par Wall Street. Les syndicats ne comptent pour rien. C'est fini, les syndicats aussi. Vous savez que les syndicats représentent à peu près 6% des emplois privés aux États-Unis. C'est 6% maintenant. Les syndicats dominants sont les syndicats publics, d'effectifs publics. Alors on a assisté à un retour du protectionnisme et des politiques industrielles très volontaristes aux États-Unis depuis Trump, mais Biden a encore accentué ça. Il y a ajouté des puissants moyens financiers, des chiffres vraiment très très importants. Oui, des subventions énormes. Oui. Alors l'élection actuelle ne remettra pas ça en cause, j'imagine. Non. Les deux candidats sont pour une poursuite de ces politiques. Oui, j'imagine, parce qu'ils sont tous les deux maintenant. Tout le monde est protectionniste maintenant. Le Parti démocrate a imité complètement les impôts douaniers de Trump et les subventions ils ont inventé ces subventions d'usines de microchips. Le problème, c'est que l'ALENA, même le nouvel accord canadien, américain, mexicain, ça continue à protéger le travail au salaire basse au Mexique. Ça garantit qu'on peut construire une usine au Mexique, employer des gens à $1 l'heure et fabriquer n'importe quoi, avec la protection internationale juridiquement garantie. Et j'avais un peu d'espoir que López Obrador allait confisquer quelque chose, il allait exproprier une usine symboliquement. Il ne l'a pas fait. Mais l'ALENA et l'accord qui a suivi garantit que s'il y a une expropriation mexicaine des biens canadiens ou américains, ça sera remboursé avec des devis G7, pas des pesos. Et c'est ça ce qui est clé. Et si vous êtes un industrialiste américain ou canadien et vous avez l'occasion de faire construire une usine de widgets à Tijuana, il n'y a pas question qu'on va le faire. On est maintenant protégé par un accord très puissant, très important. Alors, la délocalisation de l'emploi américain va continuer en même temps qu'on fait construire des usines de microchips où il y aura beaucoup moins d'employés, beaucoup moins d'ouvriers. Ce qu'on appelle le low-tech, les usines moins sophistiquées, il y avait quand même beaucoup de monde qui travaillait. J'ai fait tout un papier pour le Monde diplomatique sur une usine de bougies dans l'Ohio qui, à l'époque, avait, je ne sais pas, 2000 d'employés, 2000 de salariés. Tout est parti au Mexique et la petite ville de Fostoria, il n'y a plus rien. Il y a maintenant la drogue qui rentre. Il y a les marchands
les commerçants de drogue venant de Détroit, et je ne sais pas, ou du Mexique. Et est-ce que vous connaissez un peu le philosophe britannique John Gray? Ça vous parle? Alors, c'est très rare dans notre milieu de voir un intellectuel passer de droite à gauche. Plus typique que les gauchistes deviennent droitistes. J'en ai vu plein. Et Gray, qui était conseiller à Margaret Thatcher, a compris que le libéralisme, c'était fou, mais ce n'était pas simplement illogique et fou, c'était destructeur non seulement de l'industrie, mais de la culture. Qu'est-ce qui lui a fait prendre conscience de ça? Peut-être qu'il a vu ce qui s'est passé dans les villes comme Manchester et Leeds, et les endroits comme ça, où la culture industrielle, c'est plus que l'usine. C'est le syndicat, c'est le restaurant du coin, c'est la quincaillerie, tout le monde les gens qui fument. L'interdiction de la fumée, ça a beaucoup il y a des gens qui me disaient que c'est ça qui a vraiment détruit la classe ouvrière, qu'on ne peut plus se rassembler, se réunir dans un bar et continuer la conversation parce qu'il faut sortir du bar et, pour fumer légalement. Mais en tout cas, Gray a compris que la culture telle qu'elle, industrielle, c'est plus que l'usine. Et dès qu'on détruit l'usine et ce que l'usine produisait, on détruit en même temps les liens sociaux entre ouvriers. Et on ne peut pas le faire revenir comme ça. Ça ne se fait pas. On ne peut pas le reconstruire, le rebâtir d'un coup. Et c'est ça, et c'est pour ça, et je vais faire un petit pronostic là, et c'est ça, je viens de dire, justement, je viens de dire à Serge, à Limi, que les jeunes des petites villes désindustrialisées dans le Grand Midwest aux États-Unis n'ont même plus un souvenir. Ils sont trop jeunes pour avoir un souvenir d'un emploi stable. Et ils ne savent rien, ils ne connaissent rien du grand débat sur l'ALENA, le libre-échange, etc. La fermeture de l'usine de bougies Autolite. C'est antique. Alors, qu'est-ce qui a remplacé cette culture syndicaliste, industrielle, etc. La drogue et le travail à mi-temps. Alors, j'ai très peur que ces gens-là votent Trump pas par frustration exactement, mais peut-être par nihilisme ou par désarroi culturel, désarroi psychologique. On le disait en commençant, lorsque vous êtes venu la dernière fois sur QG, Trump était largement en tête. Hein. Oui. C'était même avant la tentative d'assassinat, mais tout le monde le disait quasiment élu. Bon, aujourd'hui, Harris fait quasiment jeu égal, Oui. notamment dans les fameux swing states. Hein, c'est 6 ou 7 États pivots qui pèsent lourd dans votre scrutin. Un pronostic tout de même, Rick? Mon pronostic, c'est encore, il pourrait facilement perdre le vote populaire, comme il l'a fait en 2016 avec Clinton. N'oubliez pas que Hillary Clinton a gagné par 3 millions de votes et gagné dans les 3 ou 4 États clés à cause de cette collège électoral infernal, complètement antidémocratique. Et je connais des syndicalistes, il y a mon ami qui était la vedette de mon article sur l'usine Autolite dans l'Ohio, l'usine de bougies. C'est un grand syndicaliste, il travaille toujours dans l'industrie d'automobile,
il travaille chez Stellantis, qui fait toujours la marque Jeep. Je lui ai parlé il y a quelques semaines, Bob Teeple, il m'a dit « Je vais voter pour Trump. C'est notre seul espoir. » Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas, qui ne se prononcent pas, mais qui sont d'accord avec lui. Donc vous pensez que Trump peut l'emporter à l'heure où on se Il parle? peut toujours l'emporter, avec une minorité de la voix du décompte populaire. Il y a un côté de Trump qui est autodestructeur en même temps. Il y a des fois où j'ai l'impression qu'il en a marre de tout ça. Il ne veut pas être président, il veut être martyrisé et faire son performance, parce qu'il pourrait le faire pour toujours, pour le restant de sa vie. Dire, je suis martyrisé, j'ai été l'élection une deuxième fois, ça a été volé, et attirer des foules, sans être président, parce qu'être président, c'est quand même, ça prend un peu d'effort. Et je ne vois pas en Trump un type qui veut vraiment se concentrer sur les grands projets de l'avenir. Lors de la dernière présidentielle américaine, vous m'aviez dit, toujours sur l'antenne de QG, il faut vraiment que cette folie s'arrête. Vous souhaitiez le départ de Trump. Et cette folie est revenue, oui. plus que jamais au premier plan. Jamais, oui. Mais encore, je suis un peu déçu parce que si seulement Trump parlait des vrais enjeux, de l'histoire de l'OTAN agressive, ambitieuse, etc., l'histoire du libre-échange, pourquoi le libre-échange, le libéralisme devrait être critiqué, devrait être mis en justice. Mais il n'a pas la capacité j'ai jamais entendu une seule phrase sortant de Trump qui suggère de la réflexion. Je pourrais être, si vous voulez me corriger, corrigez-moi, mais c'est pas un type qui se dit, ben attendez, je vais songer pour un instant avant de parler. Jamais. Et Harris, c'est une tacticienne, c'était un peu un robot, et elle va suivre la ligne du Parti démocrate jusqu'au bout. Non, ça ne veut pas dire qu'elle ne pourrait pas changer de position après son élection, mais si c'est serré et les deux chambres sont toujours partagées 50%, 50% à peu près, elle sera contrainte et elle sera très prudente de ne pas bousculer la machine démocrate qui font qui font les levées de fonds pour garder la machine en marche. Et le Parti démocrate, ça existe pour justifier l'existence du Parti démocrate. C'est surtout ça. Effectivement, la dernière fois qu'on s'est parlé, oui. Vous me disiez que si Biden était encore en place, c'est parce qu'il était l'apparatchik absolu et qu'il était l'homme qui tenait justement de faire le parti et qu'il était dans le cirage sur à peu près tout, mais pas quand il s'agissait de réprimer l'aile gauche du Parti démocrate, les partisans de Sanders, etc. La dernière question que je vous pose, Rick, est-ce qu'il y a un jour l'espoir que le Parti démocrate se réforme et qu'un véritable courant de gauche renaisse aux États-Unis puissant? Il y a toujours un espoir. Et ça s'est passé en 68 et encore un peu en 72. Mais ça pourrait prendre quelle forme? Et ça ça pourrait prendre quelle incarnation dans les années qui viennent? Il faudrait encore, si j'étais trotskiste, je dirais, ou gauchiste extrême, je dirais ça prendrait la victoire d'un Trump ou de quelqu'un de pire que Trump. Pour réveiller les meilleurs instincts du Parti démocrate, parce qu'il y a toujours des gens dans le Parti démocrate qui comprennent qu'on ne peut pas ignorer les plaintes des soi-disant racistes, anti-immigrants. Il y a des raisons. Vous voyez, encore, c'est extraordinaire que Trump ne parle jamais
comme un bon vieux gauchiste aurait parlé, un vieux syndicaliste aurait dit, c'est pas qu'on n'aime pas les immigrants, c'est qu'on n'aime pas un surplus de main-d'œuvre. Parce qu'un surplus de main-d'œuvre fait baisser les salaires. Et les patrons utilisent les surplus de main-d'œuvre justement pour supprimer les syndicats et décourager les ouvriers de demander plus. Mais Trump n'en parle jamais. Il y a quelquefois des libertariens, il y a un républicain du Kentucky qui en parle, il dit les patrons adorent, les patrons des grandes surfaces et des chaînes de restaurants adorent l'immigration illégale parce qu'on a énormément de main-d'œuvre qui peut travailler pour 3, 4, en dessous du salaire minimum fédéral et qui ne se plaindront jamais. Parce que s'ils se plaignent, on appelle le MIGRA, le service immigration, et ils sont renvoyés. Donc au Mexique, ou en Honduras, n'importe où. Mais Trump n'ose pas en parler parce que, peut-être qu'il n'a pas l'idée en tête, mais l'Amérique c'est bienvenu l'immigration effrénée. Il y a même Lewis Powell, le président la réserve fédérale, comment s'appelle-t-il? Powell? Oui, il vient de dire, oui, il y a l'immigration effrénée, il y a aussi l'abrogation du crédit d'impôt pour enfants, et c'est pour ça que les salaires sont en baisse et que l'économie va pas très bien en ce moment. On ne fera pas de Trump un leader syndical. Comment? On ne fera pas de Trump un leader syndical non, de la CGT. Jamais. Mais il faudrait On n'est pas surpris à cet égard. Il faudrait qu'il se produise un néo-syndicaliste démocrate, un néo-gauchiste démocrate qui reprend les grands thèmes des années 30 ou qui s'arrange avec quelques républicains plus modérés pour faire un genre de front populaire. Mais la machine démocrate républicaine est tellement puissante et la machine à lever les fonds, c'est tellement puissant, c'est quasiment impossible de se placer sur un bulletin de vote sans le soutien d'un parti organisé. Et si vous vous présentez comme un indépendant, c'est quasiment impossible, sauf dans des États comme le Vermont et Sanders. Mais la tragédie de tout cela, c'est ce dont nous avons parlé il y a quelques mois. C'est vraiment la fin de l'espoir d'une social-démocratie aux États-Unis que Sanders incarnait, parce qu'il parlait franchement à la classe ouvrière. Il y a beaucoup d'ouvriers qui ont voté Trump, qui auraient pu voter Sanders. Si Sanders avait été le candidat démocrate, le Parti démocrate se serait rangé contre lui. Mais les indépendants et les gens qui ont voté Trump, qui étaient dégoûtés par le libéralisme de Clinton, auraient pu facilement voter pour Sanders. Mais il a été complètement marginalisé. C'est un peu sa faute. Merci Rick McArthur pour tous ces éclairages. Une dernière question tout de même sur la situation française, parce que vous êtes un observateur attentif de notre vie politique. Vous venez souvent nous voir à Paris. On vient quand même de vivre un été pour le moins particulier. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Encore, ça remonte à l'idée de l'oligarchie. Le plus grand danger à la démocratie, ce n'est pas le fascisme, ce n'est pas le communisme, c'est l'oligarchie. Il y a une oligarchie politique en France qui mène le jeu, qui mène la politique. Et je l'ai bien vu, je vous ai montré ça au début de la discussion. Vous pouvez en parler. Dans le monde, on raconte récemment une réunion entre François Hollande, socialiste,
Et Macron, c'est en mars dernier, où il conseille Macron d'aller plus à droite et de dire il faut vraiment... Il conseille à Macron de gouverner avec la droite. De gouverner à droite. Le socialiste Hollande. Et Macron dit, bah, je ne sais pas, je ne vais pas offenser mon aile gauche, je ne sais pas exactement ce qu'il a dit, mais il n'osait pas. Maintenant, il ose tout. Il ose tout. Mais ça remonte encore à l'Europe, le référendum de 2005. Il y avait un vote populaire, 55% contre la Constitution européenne en France. Et tout de suite, Sarkozy a signé le traité de Lisbonne pour contourner le vote. Alors, il y a sans arrêt aux États-Unis, en France, et peut-être c'est pareil dans d'autres pays, de simplement subvertir la démocratie, sans jamais dire je refuse que vous votez pour quoi que ce soit. On vous permet de voter. Mais si vous votez, vous faites un mauvais choix, on va simplement ignorer votre choix. On va s'asseoir dessus. On va s'asseoir dessus. Et vous allez vous contenter avec la nouvelle Europe et le néolibéralisme. Alors, je suis très déçu par ce qui se passe en France. Et j'ai un tout petit peu d'espoir avec mon ami. C'est pas mon ami, mais je connais un peu maintenant le centriste catholique Charles de Courson. Et là, j'ai un peu... qui à nouveau est monte vraiment au front. En colère. Ouais. Et Macron le déteste parce qu'il a osé affronter le pouvoir au moment de la crise des retraites. Et Courson, c'est un type droit. Je ne suis pas d'accord avec lui sur l'Ukraine. Je pense qu'il est pro-guerre en Ukraine, etc. Mais il est quand même un type qui est réfléchi et qui pense plutôt aux intérêts du peuple. Il y a très peu de gens, je vous ai posé la question la dernière fois, comment sommes-nous arrivés à ce point-là où d'être intéressé dans le grand public, l'intérêt général, est devenu si démodé, on n'en parle plus. L'intérêt général. Est-ce que j'ai craché dans la soupe suffisamment là? C'était le titre de ma dernière chronique dans Le Devoir, cracher dans la soupe. Merci, John McArthur. Merci à vous. D'être venu jusqu'à Montréal pour cet entretien. Je remercie le laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal et tous ceux qui ont organisé cette semaine canadienne pour QG, qui l'ont rendu possible, notamment Karim Beignet-Clef et Thibaut Biscaï. Vous pouvez retrouver nos 3 conférences à l'Université de Montréal sur le site de QG, bien sûr. Et je vous dis à tous à très bientôt à Paris pour de nouvelles soirées et pour de nouveaux entretiens. À bientôt.